de vous accueillir pour ce webinaire cet après-midi où je suis avec Anne-Christelle qui modère ce webinaire et qui va prendre des notes, etc. et repérer vos questions pour pouvoir me les poser tout à l'heure, puisque la manière dont nous allons nous organiser, je vais vous exposer un certain nombre de points pendant une demi-heure et ensuite nous aurons un bon quart d'heure pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Et je suis aussi avec Lauriane qui est à côté de moi, qui s'occupe du plan technique. Alors RH Partners, tout d'abord, dans un premier temps, réussir son repositionnement professionnel, c'est aussi avec une structure telle que la nôtre, qui est une plateforme d'expertise globale des métiers du conseil RH, c'est-à-dire que nous intervenons tant en recrutement et en chasse de tête que dans le conseil en évolution professionnelle ou le conseil en organisation auprès des entreprises. Donc le placement, c'est un contexte de séparation, nous sommes sur un contexte de séparation professionnelle. Alors contexte de séparation professionnelle entre l'entreprise et un salarié. Et c'est l'entreprise qui est aussi à l'initiative d'accompagner son salarié lors de son départ. Maintenant, pour le salarié, c'est aussi une véritable opportunité puisque cela va lui donner l'occasion de travailler sur son projet de vie, de réfléchir à son projet de vie, de réfléchir à un projet professionnel qui sera en relation et en adéquation avec son projet de vie. Et lorsque l'on parle d'adéquation, bien entendu, un projet professionnel qui soit surtout en adéquation avec le marché, puisqu'on peut avoir le meilleur projet professionnel si le marché n'est pas prêt à répondre d'une manière claire et précise, et bien dans ce cas, le repositionnement professionnel peut être compliqué et on peut perdre beaucoup de temps. Alors quand on parle de temps, effectivement, le placement permet de gagner du temps, parce que le fait d'être accompagné, cela évite lors de la séparation, lorsque le salarié va quitter son entreprise, cela évite de se retrouver seul. Et cela permet surtout de travailler, par exemple, sur des questions de deuil, sur la rupture, la manière dont ça s'est passé, d'avoir une véritable écoute dans un premier temps par rapport à cette rupture, ce qui va permettre très rapidement de passer à autre chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, une personne qui est accompagnée par un outplacement, en général, retrouve un travail en moyenne 4 mois plus tôt qu'une personne qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que l'accompagnement est un accompagnement individuel, un accompagnement personnalisé, et aussi, bien entendu, un accompagnement qui est dans une véritable dynamique. Alors, cet accompagnement, comment se déroule-t-il ? Eh bien, déjà, le premier point pour avoir un repositionnement professionnel réussi, c'est tout simplement de connaître son identité. Alors, l'identité, lorsque l'on est en poste, on la connaît puisque nous avons une reconnaissance sociale, nous avons une identité aussi professionnelle qui est souvent liée à l'entreprise. C'est-à-dire que nous sommes salariés d'une entreprise et à partir de là, notre propre identité, elle se marie, elle est là avec l'entreprise dans laquelle nous sommes. Et effectivement, lorsqu'il y a cette rupture qui arrive, eh bien, le lendemain, nous allons nous retrouver dans une situation où les personnes, l'identification au travers de cette entreprise ne sera pas, présente. Nous travaillons aussi dans la construction, c'est-à-dire de pouvoir être dans une construction professionnelle et aussi comment vous vous êtes construit, c'est-à-dire qui êtes-vous, devenez-vous, comment vous vous êtes construit dans votre identité professionnelle, comment avez-vous construit votre carrière, votre expérience professionnelle et où en êtes-vous aujourd'hui. Pour savoir où vous en êtes, c'est aussi de savoir d'où vous venez. Au travers de cela, quelles sont vos valeurs ? Donc les valeurs clés. Et nous verrons tout à l'heure, lorsque nous allons travailler sur un autre point, nous allons travailler avec l'entreprise, que vos valeurs sont aussi importantes
Et les valeurs que vous avez, quelles valeurs est-ce que vous avez, que ce soit vos valeurs professionnelles, vos valeurs personnelles, parce que l'adéquation entre qui vous êtes, comment vous êtes construit, d'où venez-vous, où vous allez aller, la question clé c'est quelles sont vos valeurs et comment vous allez vous marier, entre guillemets, avec l'entreprise dans laquelle vous allez être et qui va vous permettre de pouvoir vous épanouir pleinement dans un nouveau poste. Pour cela, nous faisons un travail qui est un travail clé et que je vous invite à faire pour réussir votre repositionnement professionnel. Que savez-vous faire? En retravaillant votre savoir-faire, en faisant un retour en arrière sur tout ce que vous avez pu faire dans votre vie professionnelle, les connaissances que vous avez, votre savoir-faire. Donc le savoir-faire, c'est aussi comment est-ce que vous avez pu mettre en œuvre vos connaissances, comment est-ce que vous avez pu réaliser vos expériences et comment vous avez pu capitaliser sur cet ensemble. Pour un cadre, en règle générale, le comportement, le savoir-être est au moins aussi important que les compétences. Et au travers de cela, nous vous invitons à travailler qui vous êtes, c'est-à-dire que lorsque nous allons vous accompagner, nous allons être véritablement dans une situation où nous allons rechercher avec vous vos points forts en termes de personnalité, vos points forts en termes de compétences, vos points forts en termes de positionnement, et à partir de là, ce seront les clés qui vous permettront d'être en lien direct et de pouvoir capitaliser sur votre projet professionnel. Alors bien entendu, vous allez me dire, on n'a pas que des points forts, et heureusement. Et effectivement, sur les axes d'amélioration, eh bien, c'est tout simplement en avoir conscience de la difficulté que vous pourriez avoir par rapport à ces axes d'amélioration pour pouvoir, bouger, et de cette manière, comment est-ce que vous allez pouvoir avancer. Je crois que Lauriane, on a une petite question technique à gérer là. Non, c'est bon. Comment vous allez pouvoir, travailler au travers de cela. Donc, quels sont vos succès, quels sont vos échecs? Donc, c'est-à-dire que ces succès, nous allons travailler sur votre capitalisation. Comment vous avez emmené ces succès? Quels sont les succès qui vous ont permis de découvrir éventuellement d'autres aptitudes, des compétences qui d'ailleurs, au travers de réalisations, étaient chez vous insoupçonnées? Par exemple, la prise de parole en public, la prise de parole lors d'un webinaire, où ce sont des éléments que l'on ne fait pas, au quotidien, et au travers de ça, de se dire, est-ce qu'on est plutôt bon, est-ce qu'on n'est plutôt pas bon? On peut avoir très bien l'habitude de, par exemple, de parler en public avec un certain nombre de personnes en face de soi, et du jour au lendemain se retrouver face à un écran avec une caméra et avoir un peu plus de difficultés. Alors, est-ce que c'est une compétence que l'on peut acquérir ou pas? Ça, ce sera peut-être vous qui me le direz, à la fin de ce webinaire. Bon, ceci dit, c'est tout simplement pour mettre une note d'humour au travers de cela, et aussi par rapport à des échecs. Donc j'espère que ce ne sera pas un échec, mais de toute façon, tel que le dirait Nelson Mandela avec sa maxime, de toute façon je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est-à-dire que si c'est un succès, on gagne, et si effectivement ça se passe moins bien, et de toute façon ce sont des choses qui se passent régulièrement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas être tout le temps dans la performance, et si on l'est, c'est merveilleux, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'en termes de potentiel, on a encore plus de potentiel, parce que c'est souvent dans les zones d'inconfort où on apprend véritablement. Donc en termes d'échec, effectivement, l'échec est aussi quelque chose d'important dans la construction, parce que c'est tout simplement ce qui va nous permettre d'apprendre comment faire face à la difficulté. Quelqu'un qui réussit tout le temps, qui ne voit pas les difficultés, etc., ça peut être quelque chose de compliqué à gérer. Lorsqu'il y a un échec de vécu, eh bien, de toute façon, c'est un apprentissage de la vie, et c'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Et lorsqu'il y a des échecs, eh bien, c'est de se dire comment est-ce que, lorsque je vais me retrouver dans une situation à venir, comment dans mon nouveau poste, je gérerai, des difficultés et comment je vais apprendre au travers de cela. Par moments, on croise des personnes qui se disent « Mais mon Dieu, qu'est-ce qui a pu se passer? J'ai vécu telle et telle situation et je me suis planté. » Mais c'est peut-être tant mieux, parce qu'à partir de là, c'est ce qui permet de changer et de passer véritablement à autre chose.
Donc, lorsque vous avez travaillé sur qui vous êtes, ce que vous allez faire, vous avez votre identité, vous savez comment vous vous êtes construit et vous connaissez vos succès. Eh bien, à partir de là, votre projet professionnel, vous êtes prêt à le construire, vous savez où vous voulez aller dans votre vie, quel est votre projet de vie, et à partir de là, nous allons pouvoir construire des scénarios. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, c'est comme une rivière. Quand vous regardez l'eau qui s'écoule devant vous, et bien l'eau, lorsqu'elle est passée, de toute façon, on ne revient pas. Donc de toute façon, c'est uniquement par rapport à votre avenir que nous pouvons travailler. Parce que le pouvoir sur ce qui s'est passé, vous ne l'avez pas, et le pouvoir véritable que vous avez, par contre, c'est de prendre en main votre vie au sens large, et notamment votre vie professionnelle, pour réussir. Et pour réussir professionnellement, pour réussir votre repositionnement professionnel. Donc, construire des scénarios. Donc, comment est-ce que vous allez les construire? Tout simplement en réfléchissant à votre marché. C'est-à-dire, de là où vous venez, comment est-ce que vous allez pouvoir, vous repositionner? Comment est-ce que vous allez pouvoir véritablement travailler sur cette construction? C'est-à-dire en reprenant tout ce que vous avez, tout ce que vous savez faire, ce que vous connaissez, votre savoir-être, votre manière d'être, vos compétences, tant sur un plan professionnel que sur un plan plus tout simplement managérial. Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de technique, etc. Et à partir de là, construire des scénarios professionnels. Maintenant, lorsque vous avez votre projet, ce projet professionnel, qui peut être tout à fait différent de ce que vous avez pu vivre. C'est par exemple quelle formation est-ce que vous avez besoin de réaliser pour le réaliser, ce scénario, et ensuite sur le marché, comment il peut fonctionner. C'est-à-dire, est-ce que le marché est prêt à y répondre? Et quand on parle de validation, je vous inviterai aussi à prendre appui sur votre entourage, sur vos anciens collègues, sur votre entourage familial, pourquoi pas, les gens qui vous connaissent bien et qui pourront vous dire effectivement on peut y penser. Ensuite, sur votre réseau et des structures telles que les nôtres, où nous avons un réseau, puisque effectivement nous travaillons tous les jours avec les entreprises de nos régions, et à partir de là, nous connaissons nos territoires, nous connaissons le tissu local, et qui va nous permettre de pouvoir vous dire comment vous pouvez valider le scénario sur votre marché. Ensuite, quelle stratégie pouvons-nous mettre en œuvre? Donc, on va passer au slide suivant. C'est-à-dire, quel est mon projet? Comment est-ce que je peux avancer au travers de cela? Comment mon marché va répondre à mon projet? Donc, vous avez véritablement votre projet. Au travers de ce projet, vous allez pouvoir, véritablement avancer et de pouvoir travailler sur votre projet professionnel. Répondre à mon projet et mon marché, donc la stratégie. La stratégie est simple. C'est tout simplement de se mettre dans une posture qui va être une posture de réfléchir dans quelle région, par exemple, est-ce que vous voulez aller? Est-ce que je veux rester dans ma région? Est-ce que je suis prêt à bouger? Est-ce que je veux partir dans une autre région? Est-ce que je souhaite partir à l'international? Par exemple, si vous êtes sur des zones frontalières, vous pouvez très bien aller dans un pays qui est un pays local. Par exemple, si je prends l'exemple des Hauts-de-France, aller travailler en Belgique ou en Allemagne, ce n'est pas si loin. Et au travers de cela, comment est-ce que l'on peut avancer? Quelle que soit la région, de toute façon, nous pouvons bouger. Ensuite, c'est de se dire quelle activité est-ce que je connais, c'est-à-dire quelles sont les activités qui sont véritablement que je connais, les activités qui peuvent être cousines des miennes, quels sont mes concurrents, les concurrents de mon entreprise. Alors non pas pour obligatoirement, aller travailler chez un concurrent, mais tout simplement pour réfléchir à quel est mon marché et comment est-ce que je peux aller dans une activité qui va être proche, éventuellement pour évoluer dans mon métier, prendre un poste qui est supérieur au mien, prendre un poste qui est différent, ou tout simplement pouvoir m'épanouir dans un poste, donc le lieu, la région et ensuite l'activité. Ensuite, c'est aussi par rapport à vos compétences techniques, les compétences que vous maîtrisez, de vous dire comment est-ce que je vais pouvoir, travailler sur cette adéquation entre ce que je sais faire et qui je suis,
Quel est le lieu géographique où je veux aller? Est-ce que je suis prêt à déménager? Est-ce que je souhaite rester dans ma région? Donc, quel est mon marché dans ma région? Et quelle est l'activité qui est relativement proche avec qui je peux, travailler? Lorsque vous avez tous ces éléments-là, donc ici, nous avons vu déjà un certain nombre de points qui vont être quelle stratégie, ce que qui je suis et comment est-ce que je peux avancer. Et bien là, vous avez vos scénarios et maintenant, c'est comment est-ce que je vais communiquer. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez communiquer, effectivement, vous communiquez d'une manière globale. C'est-à-dire que dans un premier temps, idéalement, c'est de connaître les entreprises sur lesquelles vous allez aller. À titre d'exemple, si vous avez une cinquantaine d'entreprises qui peuvent être votre cible, au travers de cela, c'est déjà, une clé de la réussite, parce que vous savez où vous allez aller et dans quel environnement vous allez aller. Par contre, lorsque vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, donc les canaux de communication, vous allez communiquer en rencontrant des personnes autour de vous, et vous allez communiquer aussi par le biais de votre CV sur les différents job boards. Donc, lorsque vous allez mener des actions de communication, vous allez toujours avoir en cible d'une certaine manière les entreprises, les interlocuteurs de votre entreprise, les ressources humaines des entreprises dans lesquelles vous voulez aller, pour qu'elles comprennent parfaitement qui vous êtes et de cette manière qu'elles puissent capter votre projet professionnel et se dire oui, de toute façon, ce candidat, c'est la personne qu'il me faut et qui va être en relation avec mes besoins. Puisque l'entreprise, de toute façon, elle, par rapport à son besoin, a un besoin et elle a besoin aussi du bon candidat, de la bonne personne pour pouvoir, travailler, puisque son collaborateur de demain, la réussite de demain, ce sera la réussite de son collaborateur et par définition, ce sera sa réussite elle-même. Alors, comment communiquer? Effectivement, aujourd'hui, le digital est, la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, envoyer un CV papier, c'est complètement has-been, pour être très clair. Et au travers de ça, les canaux de communication, ce sont des canaux de communication digitaux. Donc le digital, ce sont les réseaux sociaux tels que LinkedIn ou Viadeo, ce sont les job boards. Alors je ne vais pas vous les citer parce qu'il y en a énormément, mais au travers de ces job boards, au travers de ces réseaux sociaux, vous allez communiquer. Chaque jour, vous allez envoyer des messages. C'est donc l'action et votre communication vis-à-vis de votre cible, vis-à-vis de l'entreprise, d'une certaine manière, vous allez marketer votre communication, vous allez vous marketer vous-même. Et là, c'est tout simplement le personal branding. C'est-à-dire que vous allez vous créer votre image. Alors maintenant, votre image, c'est la vôtre. Il est hors de question d'inventer de toute façon dans le cadre d'un repositionnement professionnel, dans le cadre d'un recrutement, on ne ment jamais. On va tout simplement orienter sa communication de telle manière à ce que nos cibles comprennent parfaitement notre communication et les messages que nous voulons leur envoyer, comprennent parfaitement qui nous sommes, mais en aucune manière, de toute façon, on ne va tronquer une image. Par contre, l'image peut être rapidement négative. C'est-à-dire que pour communiquer, il faut bien communiquer. Et ça, c'est la clé. Une communication qui est mal partie, si vous communiquez en vous disant « je vais être présent, je verrai bien ce qui se passe », eh bien, de toute façon, là, cette image, elle restera. Parce que vous savez aussi bien que moi que tout ce qui est sur le net, de toute façon, est enregistré et reste. Et autant il peut être difficile de se faire référencer et de se faire connaître et de véritablement se faire repérer, entre guillemets, par rapport à ses bonnes compétences, par rapport à nos cibles, mais de toute façon, une image qui part et qui peut être négative, eh bien, de cette manière, cette image, elle peut rester. Et là, je vous invite, avant de communiquer, à véritablement bien réfléchir à votre communication et surtout de savoir quel est votre projet professionnel, quelle est votre cible pour pouvoir aller et de pouvoir réussir votre prochain repositionnement professionnel. Ensuite, vos entretiens de recrutement. Alors, j'avais mis mais j'ai mis vos entretiens de recrutement. Tout simplement parce qu'effectivement, l'entretien de recrutement idéal, c'est l'entretien de recrutement qui est le dernier où on vous dit que vous êtes embauché. Mais ce n'est pas celui-là le plus important obligatoirement. Parce que de toute façon, quel que soit le poste sur lequel vous allez aller, vous avez effectivement des entretiens
qui vont être des entretiens successifs avec différents interlocuteurs. Et vous n'aurez pas systématiquement en face de vous des professionnels. Si vous avez le DRH, si vous avez des professionnels des ressources humaines, effectivement, vous allez avoir des professionnels qui vont savoir vous accueillir, qui vont avoir l'habitude de faire des entretiens de recrutement. Par contre, lorsque vous avez des opérationnels, lorsque vous avez votre N+1, qui savent faire des entretiens de recrutement, bien entendu, mais qui ne sont pas obligatoirement des professionnels. Donc, effectivement, votre discours, il est à adapter en fonction de votre interlocuteur. Vous rencontrez un cabinet de recrutement, ce sont des professionnels, ils ont l'habitude, ils savent recruter. Vous recrutez, vous rencontrez le DRH. Il connaît son métier, il sait recruter et il va savoir aller là où il faut, pour comprendre, où vous êtes. Vous rencontrez le professionnel, et bien lui, il va certainement aller vous chercher beaucoup plus sur un côté technique qu'un côté purement personnalité. Par contre, ce qui est important, c'est que vous soyez congruent, c'est-à-dire que vous soyez vous-même par rapport à l'ensemble de l'entretien. Souvent, il y a des personnes qui me disent « mais il ne faut pas mentir en entretien ». Non, on ne ment pas en entretien, bien entendu. Par contre, on va faire passer les messages et on va s'adapter à l'interlocuteur que l'on a en face de nous, parce que ce n'est pas systématiquement l'interlocuteur qui va s'adapter à nous, mais c'est plutôt nous qui allons nous adapter aux différents interlocuteurs. Alors maintenant, l'entreprise, c'est-à-dire qu'avant d'avoir ces entretiens, effectivement, c'est quelle entreprise? Alors l'entreprise, elle aussi a des valeurs. Et si vous reprenez quelques slides précédents, eh bien, vous avez vu que le premier slide notamment, c'était quelles sont vos valeurs. L'entreprise a des valeurs. Si vous avez une entreprise qui va être une entreprise américaine, ou avec un siège américain et culture américaine, si vous avez une entreprise japonaise avec un siège au Japon, et une entreprise qui va avoir, même en France, des interlocuteurs qui vont venir du pays du siège, ou si vous avez des entreprises françaises, que ce soit des family office, des entreprises familiales, que ce soit des entreprises, des groupes, effectivement, les valeurs, la manière de fonctionner ne sera pas obligatoirement la même. Si vous avez des entreprises qui, par exemple, en termes de RSE, sont aux prémices de la RSE, si vous avez des entreprises qui, effectivement, sont très avancées en termes de RSE, eh bien, effectivement, ces valeurs, on parle souvent des valeurs humaines, des valeurs par l'entreprise, des valeurs métiers aussi, parce que vous pouvez avoir deux entreprises dans une même activité qui n'ont pas du tout la même approche de leur marché. Donc là, eh bien, effectivement, vos valeurs et les valeurs de l'entreprise, il sera important que vous puissiez regarder quelle est la façon dont ça va matcher, si je puis m'exprimer ainsi, entre vos valeurs et vos valeurs de l'entreprise. Donc, quelque part, l'entreprise va vous choisir, les ressources humaines vont vous choisir, les opérationnels dans l'entreprise vont vous choisir. Mais vous allez aussi choisir l'entreprise, parce que si effectivement vous êtes en décalage complet par rapport aux valeurs, à un moment donné, pour vous épanouir, ça risque d'être compliqué. Et effectivement, le repositionnement professionnel, la clé, elle est aussi là. Le contexte de l'entreprise. Vous avez des entreprises qui vont être en mode transformation, c'est-à-dire qui vont être dans un contexte de changement complet. Et là aussi, c'est un élément clé, c'est-à-dire que si votre projet professionnel est de trouver une entreprise qui fonctionne parce que vous avez un vécu qui fait que vous avez pu vivre des choses difficiles précédemment et que sur le poste suivant, quelque part, vous avez besoin de ne pas revivre ce que vous avez vécu, eh bien, dans ce cas, effectivement, le contexte de l'entreprise va être important. Si vous êtes en termes de sécurité, si par exemple vous cherchez une sécurité financière, une entreprise qui va être dans une insécurité financière, peut être quelque chose de compliqué. Par contre, de toute façon, si pour vous, c'est le projet d'entreprise et la manière dont vous allez pouvoir vous impliquer dans l'entreprise pour faire gagner l'entreprise et que ce qui vous intéresse, c'est de rencontrer des dirigeants d'entreprise, des véritables leaders qui vont pouvoir avancer, le contexte, par exemple, de cette sécurité financière, pour vous, ne sera pas du tout le même. Donc, c'est de comprendre le contexte, les valeurs, et de comprendre un certain nombre d'éléments, et je n'ai pas le temps aujourd'hui de balayer, tout cet ensemble, mais ce sont des exemples sur lesquels nous pouvons travailler. Et lors d'un autre placement, de toute façon, tous ces éléments-là, nous allons les voir en détail, puisque chaque semaine, vous rencontrez votre consultant, et qu'avec votre consultant, vous allez travailler, et de toute façon, le jour où vous allez vous présenter devant l'entreprise, parce que j'ai mis quelle entreprise et quelle entreprise
au pluriel et au singulier, parce qu'au départ, on est sur quelle entreprise, mais de toute façon, c'est une entreprise que vous cherchez, parce que vous ne serez véritablement pas multi-employeur. Ensuite, c'est aussi peut-être, comment dire, l'occasion de reprendre une entreprise, de créer votre véritable emploi. Et là aussi, c'est dans quel contexte? Et là, on est aussi en relation avec le projet de vie, ce que je veux faire, où j'en suis, est-ce que j'ai envie d'être indépendant, est-ce que j'ai tout simplement envie de créer et que j'ai mon propre projet, et comment est-ce que je peux travailler au travers de cela. Quelle est la gouvernance, par exemple, dans le cadre d'une entreprise? Quelle gouvernance est-ce que je veux? Dans quel réseau est-ce que je veux fonctionner? Donc je ne citerai pas des réseaux qui sont des réseaux d'entreprise sur lesquels vous pouvez vous appuyer et qui, en quelque sorte, même si vous êtes seul au niveau d'entreprise, vous pouvez avoir une forme de gouvernance, comment dire, au travers de cela. Mais de toute façon, ce sont des éléments sur lesquels nous vous accompagnerons au travers de ces éléments. Ensuite, l'intégration, c'est-à-dire que lorsque vous avez trouvé l'entreprise et que le contrat de travail est signé, c'est très bien, mais maintenant la clé, c'est quand même la période d'essai, parce qu'être embauché, c'est une chose, mais la véritable embauche, elle a lieu lorsque vous avez terminé votre période d'essai et lorsque vous êtes déjà intégré dans l'entreprise. Bien entendu, après la période d'essai, il y a aussi, comment dire, à y rester, mais ça, nous y reviendrons peut-être si nous en avons le temps tout à l'heure. Alors sachez que dans le cas d'un autre placement, nous aussi, nous travaillons, comment dire, à l'intégration. C'est-à-dire que nous avons quelques entretiens à la suite de l'autre placement qui permettent effectivement de travailler sur la manière dont vous intégrez l'entreprise et quelque part les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, comment est-ce que nous allons travailler. Alors effectivement, RH Partners, comme vous le savez, est aussi un expert du recrutement. Et de toute façon, le salaire, c'est-à-dire que la clé aussi pour réussir sa prise de poste, c'est aussi de savoir sur quel salaire est-ce qu'on s'est positionné. C'est-à-dire que si vous êtes recruté dans une position où vous allez être dans une situation avec un salaire qui peut être par moment au-dessus même que le salaire du marché, parce que lorsque vous allez intégrer l'entreprise et que cette entreprise est par exemple en transformation, eh bien, il n'est pas impossible que l'entreprise est prête à surpayer quelque part vos compétences pour avoir quelqu'un, alors qui va, je ne vais pas dire mercenaire, mais je pourrais presque le dire, qui va, comment dire, pouvoir avancer et pouvoir faire avancer l'entreprise au travers de cela. Par contre, effectivement, dans d'autres entreprises, vous allez vous trouver dans des situations où vous allez être, comment dire, véritablement par rapport à un marché. Souvent, dans les grandes entreprises, eh bien, vous avez un salaire qui est un salaire, comment dire, avec un salaire, entre guillemets, qui correspond, comment dire, à une grille de salaire dans l'entreprise. Et là, vous devez savoir avant où vous vous situez, parce que de toute façon, ce n'est pas la peine non plus d'aller vous sous-vendre, entre guillemets, ni de se survendre. Et lorsque vous allez approcher le marché, il faut être, comment dire, à la bonne rémunération. L'intégration, c'est aussi le dress code. Par exemple, dans le monde bancaire, vous avez une forme de dress code. Vous travaillez près des banques, vous sortez, vous allez rencontrer des personnes et vous remarquerez que le dress code est véritablement là. Par contre, par exemple, lorsque vous avez ces personnes, comment dire, ces salariés de banque, ces employés de banque, ces cadres de banque, si vous êtes dans la communication ou si vous êtes avec des entreprises du BTP, par exemple, eh bien le dress code ne va pas du tout être le même. Aller sur un chantier en costume ne se fait pas. Par contre, arriver, comment dire, dans une banque et être à l'accueil, comment dire, en sportswear, n'est pas non plus, comment dire, la tenue adéquate. Donc, effectivement, connaître le dress code de l'entreprise pour pouvoir l'intégrer, donc ça ne veut pas dire que vous allez vous changer vous-même, mais quelque part, même si l'habit ne fait pas le moine, il peut parfaitement y contribuer. Donc, le dress code est quelque chose à intégrer pour arriver dans l'entreprise, pour ne pas obligatoirement dépareiller, ou alors dans ce cas-là, on le fait exprès, mais ça peut être sur des fonctions qui vont être tout à fait différentes, telles que par exemple la communication, où effectivement on est sur des codes qui vont être totalement différents par moment que le métier en lui-même, ou tout simplement dans l'informatique, le dress code n'est pas du tout le même que ce que l'on peut trouver par ailleurs. La compréhension de la fonction. Effectivement, lorsque vous avez postulé dans cette entreprise, vous avez compris qui était l'entreprise et vous avez eu plusieurs entretiens. Donc lors de ces entretiens, normalement, vous avez pu comprendre comment fonctionnait l'entreprise, ce qui était attendu de vous.
ce qu'attendait l'entreprise, quels étaient les enjeux de l'entreprise. Donc la compréhension de la fonction, la compréhension de l'entreprise, de son fonctionnement, lors de la prise de poste est primordiale. Si vous arrivez et un terme comme un cheveu sur la soupe, c'est aussi ce que l'on peut dire, eh bien, à partir de là, ça risque d'être mal parti, et louper les 15 premiers jours, par exemple, peut-être être plus difficile pour conclure la période d'essai et pouvoir aller plus loin dans l'entreprise. Donc, du premier jour où vous arrivez dans l'entreprise, et pour moi, le recrutement, globalement, commence dès votre premier entretien, c'est-à-dire lorsque vous allez rencontrer le cabinet de recrutement lors du premier entretien, lorsque vous allez avoir le cabinet de recrutement qui va vous appeler au téléphone pour pouvoir, prendre les premiers renseignements et valider votre candidature, cette compréhension de la fonction est déjà nécessaire. Et vous l'avez déjà eu dans l'annonce, parce qu'en général, dans les annonces, vous avez déjà des éléments clés au travers de ça. Maintenant, si vous êtes chassé, que vous n'avez aucun élément, effectivement, mais là, vous saurez poser les bonnes questions qui vous permettront de comprendre la fonction. Ensuite, l'intégration. Effectivement, lorsque vous êtes en entretien, eh bien, posez-vous les questions. Comment je vais être intégré? Vous avez des entreprises qui ont des parcours d'intégration, vous en avez qui n'en ont pas. Vous avez des entreprises qui tout simplement vont vous faire, vont vous mettre en immersion dans différents postes pour que vous compreniez bien le fonctionnement de l'entreprise, en fonction bien entendu du poste où vous allez aller. Et au travers de cela, votre intégration, elle va passer, par cela. Donc l'accueil pour vous est important, et là je m'adresse plus aux entreprises, c'est-à-dire lorsque vous allez faire un recrutement, effectivement accueillir le salarié et faire véritablement un effort d'une certaine manière pour pouvoir lui construire un parcours d'intégration, ne serait-ce que sur quelques jours, mais lui permettre de bien comprendre comment fonctionne l'entreprise est la clé de la réussite. Donc réussir sa prise de poste est le dernier élément dont je souhaitais vous parler aujourd'hui et qui peut vous permettre effectivement de pouvoir véritablement avancer. Donc je ne sais pas du tout où on en est dans le temps. Est-ce qu'on est à peu près bon? Eh bien écoutez, c'est très bon. Donc je tiens d'une part, alors restez surtout avec nous, puisque de toute façon, nous allons répondre, à vos questions. Donc Anne-Christelle va venir me rejoindre. Donc, je vais me bouger un petit peu pour qu'elle vienne, à côté de moi, ici. Donc, bonjour Anne-Christelle. Donc RH Partners, nous sommes depuis 30 ans. Donc nous mettons à votre service notre expertise pour vous accompagner dans votre placement. Donc comme vous le savez, nous avons aussi un pôle recrutement avec lequel nous travaillons. Donc nous sommes des experts de l'adéquation de l'homme avec l'entreprise. Et votre entreprise est la nôtre, et on pourrait le dire d'une manière générale, c'est que la réussite de nos clients est aussi la nôtre, puisque nous sommes au quotidien dans les entreprises des différents territoires, et nous pouvons travailler et au niveau des hommes que nous préparons à avancer lorsque nous avons travaillé avec eux dans le cadre d'un autre placement, ils sont prêts à rejoindre l'entreprise pour la réussite de tout le monde. Donc Anne-Christelle, quelles sont les questions? Alors déjà, merci Patrice d'avoir mis en lumière l'Home Placement, qui est, je pense, un accompagnement qui est méconnu et qui mérite de l'être davantage. Donc pas beaucoup de questions, mais je pense que c'est important de revenir sur celles qu'on a posées au travers du sondage, puisqu'on a eu des réponses diverses et variées, et peut-être qu'il faut apporter une lumière supplémentaire sur ces questions-là. Donc est-ce qu'il faut forcément être licencié pour pouvoir bénéficier d'un outplacement? Alors, l'outplacement, c'est effectivement dans le cadre d'une rupture, et c'est l'entreprise qui finance l'outplacement. Donc au travers de cela, le licenciement n'est pas obligatoire pour une raison toute simple, c'est que dans le cadre d'une rupture conventionnelle qui n'est pas un licenciement, un outplacement peut parfaitement, être payé, au salarié, être financé par l'entreprise. Une entreprise qui a travaillé avec un salarié depuis plusieurs années, qui a apporté un certain nombre de choses, tout à l'heure je parlais de succès, etc. Effectivement, dans notre vie professionnelle, et je suis le premier, je n'ai pas, ma vie professionnelle n'a pas été celle, si vous allez voir mon profil LinkedIn, vous verrez que j'ai fait un certain nombre de choses, avant d'être, dans ce métier des ressources humaines.
Au travers de cela, effectivement, notre parcours, comment dire, est que nous bougeons dans notre vie professionnelle. Et aujourd'hui, la rupture conventionnelle est un élément qui permet aussi de financer le placement de la même manière qu'une démission. Par exemple, un salarié qui souhaite démissionner de son entreprise pour partir sur un autre projet, l'entreprise peut aussi décider de lui faire un cadeau par rapport à ce qui a été fait et de l'accompagner au travers de ça. C'est l'entreprise qui paye, ce n'est pas obligatoirement dans le cadre d'un licenciement, mais de toute façon, notre client est l'entreprise et nous accompagnons le salarié. Et qui le propose alors, le salarié ou le DRH? Alors, le salarié peut tout simplement demander à son DRH de bénéficier d'un placement dans le cadre d'une négociation, s'il y a négociation. L'entreprise qui, par exemple, dans le cadre de la RSE et dans un accompagnement RSE, peut très bien proposer des AO de placement aux salariés qui vont la quitter, puisqu'effectivement, accompagner l'homme et faire en sorte que, sur un plan écologique, je parle de l'homme, je ne parle pas obligatoirement du côté vert, les arbres, etc. Quoi, on pourrait peut-être aussi y aller, mais comment dire, d'une manière écologique, accompagner le salarié pour qu'il réussisse après. Par exemple, au niveau de l'entreprise, l'intérêt aussi pour l'entreprise, vous avez un salarié qui va partir, qui du jour au lendemain est dans une vie professionnelle très active et qui peut très bien se retrouver le lendemain chez lui, seul, face à ses murs. Et la vie fait que malheureusement, par moment, on peut vivre un certain nombre de choses au même moment, c'est-à-dire que le salarié est licencié, ou il fait une rupture conventionnelle, son conjoint le quitte, ou il quitte son conjoint, puisque ce sont aussi des choses qui peuvent arriver, et en plus de ça, et là, lorsqu'il peut y avoir une rupture professionnelle, en même temps une rupture personnelle, effectivement, on peut vite arriver sur quelque chose de complexe. Et là, effectivement, un accompagnement personnalisé est véritablement la clé qui permet aux salariés de pouvoir avancer. Et le salarié qui quitte l'entreprise et qui va être accompagné, cette tristesse, par moments cette colère, cette dépression, parce que dans les phases de deuil qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'un deuil, une personne qui va travailler pendant 15 ans, pendant 20 ans, et qui tous les jours va venir, tous les jours de la semaine, va venir, travailler pour l'entreprise, répondre aux projets de l'entreprise, eh bien, cette personne-là, lorsqu'il va se retrouver en position à être seul, chez lui, eh bien, il peut vite sombrer, d'autant plus que, tout à l'heure, je le disais, c'est-à-dire que quand on parle d'identité, il y a aussi une identité sociale, et cette identité sociale, pour moi, elle peut être compliquée. Vous savez, quand vous rencontrez des personnes qui vous disent « Ah ben non, pour le vieux, je te plains, hein, parce qu'en ce moment, c'est pas facile. Puis en plus, avec l'âge que tu as, c'est encore plus difficile. » Eh bien, de toute façon, non. Aujourd'hui, à partir du moment où on est employable, c'est-à-dire où on a des compétences professionnelles, on a une manière d'être et où on a envie de faire. Maintenant, la clé d'un bon repositionnement, c'est la clé et la motivation. La motivation et, le sourire, le projet professionnel, le projet de vie, même si c'est un projet de vie différent, eh bien, de toute façon, par rapport à l'entreprise, même quelqu'un qui a été licencié, après peut dire, moi j'ai rencontré des personnes qui ont envoyé des mails de remerciements à leur DRH après avoir été licencié, et pourtant, au moment du licenciement, c'était très complexe, mais 6 mois, 1 an après, ils s'épanouissent dans un nouveau poste, alors qu'ils ne s'épanouissaient plus dans l'ancien poste, parce que s'il y a licenciement, en général, c'est que de toute façon, l'épanouissement n'est plus là, et de part et d'autre, hein, c'est-à-dire que l'entreprise n'est plus véritablement en accord avec, ce qui se passe au niveau du salarié, et le salarié le vit mal. Et par moments, il vaut mieux une bonne séparation, plutôt que de continuer toute sa vie, d'être malade, et d'arriver dans quelque chose qui va être la maladie, qui va être beaucoup plus complexe au travers de cela. Donc, le sous-placement est véritablement une clé qui peut permettre écologiquement, et sur le plan de la RSE, c'est un véritable outil. D'accord, alors si moi je suis salarié, effectivement je suis convaincue, ça va m'aider, je vais retrouver plus vite et mieux, Oui. Mais je dois convaincre mon employeur. C'est quoi les arguments chocs? Alors les arguments chocs, c'est tout simplement par rapport à ce qui a été réalisé, c'est-à-dire que c'est de se dire, effectivement, comment demain je suis prêt à quitter l'entreprise, dans le cadre de la négociation, je le répète,
peut toujours négocier, avec son employeur. Et dans le cadre de la négociation, arriver, à un accord de départ qui fait que de toute façon, le outplacement est dans cet accord de départ. C'est un élément. Ensuite, axé sur cet affaire, sur ce qui a pu être réalisé dans l'entreprise, ce qui a été fait, qui va permettre de pouvoir, passer à autre chose pour que les choses se passent bien. Et aussi, c'est l'image de l'entreprise. Alors maintenant, de toute façon, nombre de fois, je rencontre des salariés qui sont en train qui sont en colère par rapport à leur entreprise, mais cette colère va tout simplement s'estomper au travers de cela. Mais c'est de faire un pas, c'est tout simplement que l'entreprise va faire un pas vers son salarié pour que ça se passe d'une manière, pour ne pas qu'il se retrouve du jour au lendemain, avec, à être complètement perdu, parce que c'est la solitude, c'est un certain nombre de choses. Et en plus de ça, en revenant chez soi, si vous avez des enfants, des adolescents, etc., le mercredi par exemple, qui ont l'habitude d'habiter la maison, et je vais le dire d'une manière, assez forte, et bien effectivement, le jour où vous avez le père ou la mère qui arrive là et qui n'avait pas l'habitude d'être là, eh bien, c'est un petit peu chercher l'erreur. Est-ce que ça veut dire que l'emplacement ne s'adresse pas à tout le monde? Il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience ou un certain statut dans l'entreprise? Non, l'emplacement, de toute façon, peut se faire à n'importe quel moment de sa carrière. Et pour tout vous dire, personnellement, j'ai bénéficié d'un emplacement. J'avais 1 an d'ancienneté dans une entreprise. J'étais plus en adéquation par rapport au poste. On s'est mis d'accord sur le fait que, de toute façon, ça ne matcherait pas en quelque sorte, justement sur des questions de projet d'entreprise. Et au travers de cela, j'ai bénéficié d'un placement qui a été 1 an. Alors maintenant, un placement, on peut très bien, accompagner, à titre d'exemple, quelqu'un qui va quitter un contrat de professionnalisation pour prendre son premier emploi. Ça peut être sur des jeunes, donc là, on va être sur des placements très light, mais quelque part, c'est de l'accompagnement que l'on va faire. Alors, pour un jeune de cette manière, en 2-3 temps, c'est fait. Bon, maintenant, pour un cadre supérieur qui va, qui va avoir une véritable expérience, et de toute façon, plus vous allez monter dans la hiérarchie, moins il y a de postes, il y a moins de présidents dans les entreprises ou de directeurs généraux dans les entreprises que d'opérateurs. Donc, effectivement, nous pouvons travailler de cette manière. Mais par exemple, une spécificité sur un métier, même pour quelqu'un qui va être employé dans l'entreprise, un autre placement peut lui être salutaire, parce que ça peut lui permettre d'avancer. Bon, maintenant, je vais être très clair avec vous. Les autres placements, en grande majorité, je vais vous dire, je n'ai pas les pourcentages, mais à 95% ou peut-être à 97% des situations, ce sont des cadres ou du middle management, c'est-à-dire cadre supérieur, dirigeant ou middle management, ou des techniciens, et au travers de cela, voilà. Ensuite, ça peut être aussi des conjoints. Par exemple, en termes d'attractivité, lorsque l'on veut être attractif pour un cadre dans une entreprise, c'est tout simplement le conjoint doit suivre son conjoint, le conjoint doit suivre l'autre conjoint, et au travers de cela, il y a un déménagement. Et effectivement, alors maintenant, vous avez des fonctions où les mutations sont parfaitement possibles, bien que ce soit de plus en plus compliqué. Mais au travers de ça, vous avez le conjoint qui va suivre le conjoint qui va rejoindre une entreprise, et le fait de l'accompagner sur l'intégration dans sa région, sur l'intégration dans son métier, ça s'appelle tout simplement un accompagnement conjoint. Mais là, c'est toujours l'entreprise qui va accueillir le salarié, qui va payer cette prestation. Et nous sommes sur des durées qui vont aller de 3 mois pour véritablement, lorsque ça veut dire, tout à l'heure je vous parlais de jeunes, maintenant pour des cadres supérieurs, l'accompagnement est plutôt sur des accompagnements, en termes d'engagement, qui vont durer sur 12 mois, voire plus, et qui vont faire que nous allons accompagner non seulement sur le repositionnement professionnel, aussi sur l'intégration dans l'entreprise. Quels résultats on peut attendre d'un emplacement? Alors, les résultats, déjà le projet professionnel est la clé d'un bon repositionnement. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un bon projet, si vous avez validé votre marché, normalement, le repositionnement, je ne vais pas dire va être simple, mais vous avez toutes les chances de réussir.
Donc de toute façon, à partir du moment où on est juste, tant en termes de projet professionnel, que de rémunération, que de zone géographique, chercher un poste de siège, comme de la consolidation, etc., à des endroits géographiques où il n'y a pas de siège, c'est mission impossible. Donc à partir de là, c'est véritablement l'adéquation entre le projet, le marché, qui est la clé de la réussite, et ça c'est de tout le travail en amont que nous avons réalisé, qui va nous permettre d'être, dans cette réussite, et comment est-ce que nous allons le mettre en adéquation entre l'entreprise qui va accueillir le collaborateur, qui va être ravi de l'accueillir, puisque c'est véritablement l'homme, le collaborateur, qui répond parfaitement, à l'offre, mais le collaborateur, lui aussi, va être en adéquation. Ce que je dis toujours aux personnes qui sont accompagnées, de toute façon, il y a une entreprise qui vous attend. C'est-à-dire que votre projet est clair, vous savez où vous allez aller, vous visualisez, vous savez qu'une entreprise de telle taille, qui a telle valeur, etc., vous attend. Maintenant, vous ne savez pas où et vous ne savez pas qui. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir la motivation pour pouvoir la rejoindre. Et aujourd'hui, avec tous les moyens de communication que nous avons, et aujourd'hui, les réseaux sociaux, LinkedIn, Viadeo, sont des outils qui sont véritablement des outils forts pour nous permettre d'avancer. Bon, je ne parle pas des réseaux sociaux type Facebook, etc., qui sont aussi des moyens de communication, mais qui sont moins professionnels, mais qui par moments peuvent aussi permettre d'être en relation. Parce que quand on parle de réseau, le réseau amical, des gens qui vous connaissent, peut aussi être un vecteur de communication au travers de cela. Et quand on parle de savoir-être, par exemple, une personne qui va être investie dans des causes connues, eh bien, si sur un réseau social, qui peut être un réseau apparenté beaucoup plus privé qu'autre chose, peut pouvoir avancer. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, un repositionnement professionnel, surtout actuellement où le marché de l'emploi est quand même plutôt dynamique, dans la mesure où le projet professionnel est bien en adéquation avec le marché, que la rémunération est bien en adéquation avec la compétence et l'apport, la valeur que de toute façon on peut apporter à l'entreprise, je pense que de toute façon on peut être à près de 100% de réussite au travers de ça. Maintenant, c'est une question de temps. Et là, de la même manière, c'est un investissement. Aujourd'hui, je considère que l'investissement temps pour un cadre doit être aussi important que l'investissement temps qu'il avait lorsqu'il était en poste. C'est-à-dire que si vous travaillez à mi-temps, eh bien vous mettrez 2 fois plus de temps à faire ce que vous avez à faire. Et si vous travaillez à quart-temps, là vous êtes inexistant puisqu'on ne vous voit presque pas. Donc quelque part, la réussite, elle tient à l'investissement temps qui va être fait, à vraiment, réussir chaque action. Donc c'est la préparation de chaque action. Le placement, c'est la préparation aux entretiens. C'est-à-dire on va préparer l'entretien, on va faire un débrief de chaque entretien de recrutement, on va véritablement travailler sur le fond, ce qui fait que de cette façon, la justesse au moment où on est, c'est bon. Et c'est comme un fusil à un coup. Alors aujourd'hui, c'est la période de chasse. Bon, s'il y a des anti-chasseurs, tant pis, mais je ne suis pas chasseur. Hein. Mais lorsque, je dis aussi souvent, de toute façon, n'importe comment, lorsque l'on fait quelque chose, c'est toujours un fusil à un coup. C'est-à-dire que lorsque vous allez sur un entretien de recrutement, lorsque vous envoyez une communication sur un réseau, lorsque vous avez un entretien réseau, lorsque vous voyez quelqu'un, c'est un fusil à un coup. Vous loupez. Vous ne pouvez pas vous rattraper. Vous ne pouvez pas retourner à la personne en disant « Ah, vous savez, j'étais pas en forme, j'avais la grippe la semaine dernière. Est-ce que je peux vous revoir ?» En général, ça ne marche pas. Donc, si on est grippé, il vaut mieux rester chez soi et bien se soigner plutôt que, d'ailleurs, faire un entretien de recrutement et louper son entretien de recrutement. Mais c'est véritablement d'être en forme. De la même manière, l'été, par moment, on peut se dire « Tiens, je vais aller tondre ma pelouse, l'après-midi. » Si vous êtes en sueur, etc., et que le téléphone sonne, il vaut mieux le laisser sonner et puis rappeler dans le quart d'heure qui suit, ou avoir pris sa douche, avant, parce que tout simplement, le fait de faire un entretien ou tout simplement de répondre au téléphone, c'est un acte professionnel et c'est le professionnalisme qui va transpirer au travers de ce que vous faites, y compris au travers d'un appel téléphonique. Des petites choses qui comptent. Est-ce qu'on a un exemple concret d'une personne, d'où elle est partie, où est-ce qu'elle est allée et en combien de temps ? Alors, je vais vous citer un exemple d'une personne tout dernièrement qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute, mais il a pris son poste il y a une semaine. Donc à mon avis, il est en poste.
C'est une personne tout simplement qui était chef de projet en informatique, donc ce métier, c'est l'informatique, c'est-à-dire que c'est un spécialiste, comment dire, de l'informatique. Et en fait, il a travaillé en mode projet constamment, c'est-à-dire que de technicien, il a évolué, il gérait des projets informatiques transversaux où il était constamment en appui aux organisations. Donc il travaillait constamment avec les directions, que ce soit les directions de ressources humaines, que ce soit avec l'ensemble des directions sur des projets. Et il était situé dans une grande ville, et en fait, je vais dire à la faveur d'une fatigue peut-être par rapport à son travail, où effectivement il s'éclatait plus, clairement, il était plus bien dans ce qu'il faisait, parce que bon, ça faisait peut-être une vingtaine d'années à peu près qu'il faisait ce travail, il avait vraiment envie de bouger. Et donc ce qui fait que l'entreprise à un moment s'est dit, bon, il est moins performant, là on n'est plus vraiment dans les résultats, etc. Donc justement, il a fait une rupture conventionnelle qui comment dire, lors de sa rupture conventionnelle, il n'avait pas de projet parce qu'il quittait l'entreprise et en étant tous les jours en poste avec les projets qu'il avait à mener, il n'avait pas le temps de réfléchir à ce qu'il voulait faire. Mais ce qu'il savait, c'est j'ai plus envie de faire ce que je fais depuis 20 ans. Donc et comme il résidait assez loin de son entreprise, donc il avait aussi beaucoup de déplacements, comment dire, pour s'y rendre le matin et le soir. Donc ce qui s'est passé, c'est que il a pris sa résidence, il est resté dans sa résidence, on a travaillé véritablement son projet professionnel, son repositionnement. Il a comment dire, bien réfléchi sur les compétences qu'il avait qui étaient transférables, ce qu'il avait pu faire, et au travers de cela, il a pris un poste dans une structure qui est beaucoup plus petite, un poste de directeur adjoint. Donc qui n'a rien à voir avec le poste qu'il avait précédemment, mis à part que c'est l'organisation et la gestion de projet qui est importante. Alors c'est un leader, c'est-à-dire dans sa personnalité, on avait pu détecter qu'il avait véritablement un leadership, et donc ce leadership, il l'emmenait, comment dire, dans les modes projet. Donc, leader, directeur adjoint, il peut emmener les équipes, effectivement, il a à apprendre le métier, donc il y a une intégration à faire dans la connaissance des métiers, mais quelque part, ce doit être ses subordonnés qui vont lui apprendre le métier, puisque de toute façon, et là, c'est au travers du métier, c'est-à-dire de l'activité dans laquelle il est allé, c'est quelque chose qui le faisait véritablement vibrer. Et la motivation pour prendre ce poste, ça a été par rapport à une vibration, par rapport à un vécu. Il a découvert un secteur d'activité, il s'est dit, je veux travailler dans ce secteur d'activité. Et sa motivation, la préparation, parce qu'il a fait un énorme travail, il a dû mettre à peu près 2 jours pour préparer le premier entretien qu'il a eu, parce qu'il rencontrait le directeur de la société, comment dire, en premier entretien. Et en rencontrant le directeur, 2 jours de préparation, bien entendu, je l'ai accompagné par rapport à cette préparation. Je n'ai pas passé 2 jours avec lui, mais en le guidant, etc., etc. Et la motivation qu'il avait, l'adéquation qu'il avait, la tchatch, comment dire, enfin bref, il respirait, comment dire, le poste d'une certaine manière, il se voyait dans le poste. Donc au départ, on lui a dit, mais vous n'êtes pas du tout ce qu'on attendait. Donc il est revenu en disant, voilà, je lui ai dit, écoutez, c'est pas grave, tant qu'on vous a pas dit non, c'est que c'est bon, parce que c'est pareil. Par moment, vous pouvez avoir des messages, vous dire, ouais, c'est foutu, c'est mort, etc., mais non, pas du tout. Et le directeur l'a rappelé 8 jours après, en lui disant, bon, écoutez, je vais vous rencontrer avec ma RH. Il l'a rencontré avec la RH, et il a été embauché, il a pris son poste il y a un peu plus d'1 semaine. Par exemple, à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'accompagner une personne qui était un délégué syndical, donc qui était, comment dire, là c'était plus un recrutement interne, entre guillemets, et donc en accompagnement, donc cette personne perd ses mandats, et au travers de cela, il est devenu chef de projet dans l'entreprise. Ce que je veux dire, que ces 2 projets syndicaux qu'il avait à mener lorsqu'il était élu, il était à 100%, comment dire, dans le monde, comment dire, de défense des salariés dans une grande entreprise, mais le fait qu'il soit, à l'époque c'était pas des CSE, aujourd'hui qu'il soit en CSE, etc., fait que de toute façon, il savait aussi bien discuter avec le président de la société qu'avec l'opérateur qui était sur le terrain, et globalement c'était le seul presque qui connaissait l'entreprise du président
à l'opérateur et mener des projets transversaux multi-sites, c'était tout simplement la personne en adéquation. Donc de toute façon, pour moi, il n'y a pas de limite, il n'y a que des croyances limitantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit toujours que l'on ne pourra pas ou que l'on n'accédera pas à quelque chose, mais c'est à nous, dans notre manière de faire sauter nos croyances limitantes et de pouvoir avancer. Bien entendu, il faut avoir travaillé le deuil, parce qu'il y a tout un travail qui est fait, et de toute façon, notre métier est un métier de professionnel, nous sommes des professionnels, l'accompagnement, c'est notre métier, les hommes, ce sont notre métier, l'entreprise, c'est notre métier, nous sommes dans les entreprises au quotidien, nous accompagnons des hommes au quotidien, et nous croyons à notre métier, et nous sommes des passionnés par rapport à ce que nous faisons, et ce qui fait que votre réussite sera la nôtre, et ça, nous le vivons au quotidien. Et nous ne pouvons vous dire qu'une chose, c'est merci. Une dernière question quand même, parce qu'elle a été beaucoup posée, ça coûte combien un outplacement? Un outplacement, ça coûte combien? Donc là, c'est une question où je vais donner une fourchette, tout simplement. Un outplacement, c'est de quelques milliers d'euros, d'accord? On va commencer de cette manière. Je ne vais pas partir sur une fourchette très basse, mais aujourd'hui, effectivement, si nous allons accompagner un jeune, tel que je vous disais tout à l'heure, qui va sortir par exemple d'un contrat de professionnalisation, et pour pouvoir l'aider à prendre son envol, eh bien on va l'aider, parce que effectivement en 2 ans dans l'entreprise par exemple, il peut avoir fait beaucoup de choses, eh bien on va tout simplement, et là effectivement c'est pas une somme très importante, c'est vraiment quelques milliers, mais quelques petits milliers d'euros qui vont permettre de pouvoir avancer. Et un outplacement, ça va jusqu'à 15 000 euros. Et ce que je veux dire, c'est que globalement, un outplacement, c'est en général, en moyenne, autour de 7 000 euros, je vais le dire de cette manière. Bon, on est en dessous, par exemple, sur un accompagnement conjoint, on peut être, en dessous, au travers de ça. Sur l'accompagnement d'un collaborateur, on peut aussi travailler de cette manière. Mais effectivement, le coût est une chose. Ce qui est important, ce n'est pas le coût, c'est ce que ça va apporter. C'est-à-dire que par exemple, gagner 4 mois, mais gagner 4 mois de joie, gagner 4 mois de paix familiale. Vous savez, quelqu'un qui quitte une entreprise, qui perd son identité, en général dans l'entreprise, moi je connais des personnes qui ont quitté leur poste, par moment même volontairement, mais qui après n'étaient pas bien du tout, et derrière il n'y a plus rien qui va. Parce que la personne n'ose même pas dire à ses enfants qu'il n'est plus en poste. Donc c'est le matin, je fais comme si je pars travailler. Mais en faisant comme si je pars travailler, si je n'ai pas un endroit où aller, eh bien où je vais aller? Donc je vais errer, je vais essayer de prendre des rendez-vous. Mais ça ne marche pas. Parce que de toute façon, la congruence au travers de ça. Donc le coût est une chose. Ce qui est important, c'est combien je vais gagner. Et ça, de toute façon, le coût sera toujours inférieur à ce qui est gagné. Si on raisonne sur un plan purement financier, un cadre moyen, vous prenez 4 mois de salaire d'un cadre moyen, quand on dit on va gagner 4 mois d'une certaine manière, eh bien, si vous prenez la carence, etc., là, bon, sous couvert de ce qui va se passer, mais bon, on sait très bien que dans l'année à venir, Pôle emploi va certainement, vraisemblablement, revoir son régime d'indemnisation. Eh bien, au travers de cela, le coût qui va être donné, au démarrage pour le outplacement, c'est un gain pour tout le monde. L'entreprise, elle sécurise quelque part la relation qu'elle va avoir avec son futur salarié. C'est jamais bon, ça sert à rien d'avoir, de travailler sur une marque employeur si on a des salariés qui, à l'extérieur, ne véhiculent pas cette marque employeur, y compris lorsqu'ils sont partis. Pour le salarié, de toute façon, l'intérêt, c'est qu'effectivement, il se sécurise, entre guillemets, puisqu'il est accompagné, il est avec quelqu'un, il a un consultant, il a une équipe, et quand il vient chez nous, il est comme s'il était chez lui. Ensuite, le salarié, par rapport à son environnement, il sait comment avancer. Si à un moment donné, on a besoin de le remettre d'aplomb, puisque par exemple, plutôt que de mentir une fois à quelqu'un, il vaut mieux lui déplaire 100 fois. Donc, par moment, effectivement, on déplaît. Parce que si on a un salarié qui n'est pas motivé, qui ne fait rien, eh bien, effectivement, nous allons véritablement l'aider, à avancer et lui permettre de trouver la motivation au travers de cela. Travailler avec lui, qu'est-ce qui le motive, comment on peut le faire avancer.
Donc, de toute façon, voilà. Alors maintenant, le coût, je répète, c'est de quelques milliers, et 15-18 000 euros. Bon, tout va dépendre, comment dire, de la personne qui va être accompagnée, de la difficulté à l'accompagner. Effectivement, si on accompagne un cadre dirigeant, on peut par moment aller même au-delà. Bon, bien entendu, l'investissement du consultant, comment dire, est tout autre, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, plus le niveau, comment dire, dans la hiérarchie de la personne qui est accompagnée est importante, effectivement, mais moins il y a de postes, donc plus, comment dire, il va falloir travailler. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Je pense qu'on a fait un bon tour de l'ensemble des questions. Voilà. Donc voilà, il est peut-être l'heure de dire... Eh bien, donc, nous vous remercions d'être restés avec nous. Donc, Anne-Christelle, je te remercie de m'avoir accompagné. Lauriane, qui est aussi avec nous, qui est à la régie d'une certaine manière, eh bien, c'était très bien. Et de cette façon, vous le voyez, moi aussi, je me suis senti moins seul, parce qu'il n'y a rien de pire que la solitude. Donc, le haut de placement, c'est vraiment la réussite presque assurée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir et à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.